Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Tout de suite, on va commencer avec Marion et la chronique d'actualité des sciences. Alors Marion, ce soir, tu vas nous parler de braconniers qui se mettent à la lecture de revues scientifiques, c'est pas commun. Tu vas nous parler aussi des risques qu'il existe à vivre tout en haut d'un gratte-ciel. Mais pour commencer, tu vas d'abord nous expliquer comment tuer des cellules vieilles pour nous aider à vivre plus longtemps. Tout à fait. On commence effectivement avec des résultats qui sont assez spectaculaires, il faut le dire. Ils ont été publiés le 3 février dans la revue Nature. En fait, c'est des chercheurs américains qui sont parvenus à prolonger l'espérance de vie moyenne de souris de 30%. Comment sont-ils arrivés à faire ça? Eh bien, en se débarrassant des cellules sénescentes. Les cellules sénescentes, c'est quoi? Il s'agit simplement de cellules qui vieillissent. Alors, on peut parler par exemple de cellules vieillissantes. Pour réaliser ce grand ménage, les scientifiques ont utilisé des souris génétiquement modifiées, ce qui est relativement souvent le cas dans les études scientifiques. En gros, les souris modifiées pour l'occasion sont capables de produire un enzyme dans ces fameuses cellules vieillissantes que l'on peut activer en injectant un produit catalyseur. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça provoque la mort des cellules vieillissantes, leur apoptose en vocabulaire scientifique. Donc, en injectant le catalyseur 2 fois par semaine, à l'âge de 1 an, nos amis les souris, qui vivent normalement 2 ans, ont vécu à peu près 1/3 plus longtemps. Et le résultat est encore plus étonnant puisque non seulement leur espérance de vie est prolongée, mais en plus, elles vivent en meilleure santé. Effectivement, certaines pathologies liées à l'âge ont été éliminées, et notamment des pathologies cardiaques, rénales ou encore relatives à la vue. Le déclenchement des cancers a même été retardé. Attention quand même avant de crier à l'éternelle jeunesse trop vite, puisque par exemple la dégradation des capacités motrices, musculaires ou mnésiques a bien eu lieu, comme chez les souris normales donc. C'est peut-être que tout simplement la sénescence ne joue aucun rôle dans ces fonctions-là. Vous vous rappelez, la sénescence, j'en parlais au début, c'est le processus de vieillissement biologique qui se passe dans les cellules. En tout cas, et comme le précise au journal Le Monde Miroslav Radman, qui est une figure de la recherche sur le vieillissement, professeur émérite et membre de l'Académie des sciences, il faut, et là je le cite, poursuivre le travail, comprendre les mécanismes fondamentaux qui sont ici en jeu, plutôt que de se ruer sur la recherche d'une application pour l'homme. Fermez les guillemets. Pardon. Sans parler des questions éthiques qui se soulèvent en même temps, évidemment. Alors le vivre plus longtemps est en tout cas un domaine de recherche qui a le vent en poupe et on a par exemple en tête des approches différentes avec des modèles d'études très variés. On peut citer par exemple des macaques qu'on a mis à la diète, des souris chez qui on a rallongé les chromosomes ou encore des mouches dont on a supprimé l'odorat. Et à chaque fois l'espérance de vie était augmentée. On verra bien quelle est la recette miracle, si elle existe, pour qu'on vive tous plus de 100 ans tout en restant capable de courir un marathon. Bon alors là tu passes d'un extrême à l'autre, après nous avoir parlé d'allonger la vie, tu vas nous parler de la mort par arrêt cardiaque. Et c'est ça, mais pas seulement. Une étude canadienne parue le 18 janvier dans la revue Canadian Medical Association Journal rappelle que sur les 400 000 arrêts cardiaques qui surviennent tous les ans en Amérique du Nord, moins de 10% se soldent par une survie. C'est sûr que c'est pas joyeux. Autre élément clé, les chances de survie diminuent de 7 à 10% chaque minute qui sépare la victime de son sauveur. Vous l'aurez donc compris, le temps est un élément déterminant. On connaît plus ou moins l'impact du délai horizontal, c'est-à-dire le temps qui sépare le trajet entre la maison ou le bas de l'immeuble et l'hôpital. Mais on ne sait pas grand-chose du délai dit vertical. Et ce délai rend compte du temps que mettront les secours pour monter les étages et atteindre le patient qui les attend comme le Messie. Pour en savoir plus, donc, sur ce délai vertical, les chercheurs canadiens ont passé en revue la base de données de la ville de Toronto qui détaille le déroulement des interventions pour près de 8000 arrêts cardiaques entre 2007 et 2012. D'abord, premier résultat, les secours avaient besoin d'en moyenne 6 minutes et 12 secondes pour arriver au pied de l'immeuble ou au seuil de la porte de la maison. Le fameux délai horizontal dont je parlais plus haut. Et sur ces près de 8000 personnes, 3,8% seulement ont survécu. Avouez que c'est assez peu. Pour être précise, ça concerne donc 300 personnes sur 7842.
Ensuite, les chercheurs ont examiné de plus près le taux de survie en fonction des étages. Ils ont montré que si la victime habitait au rez-de-chaussée, au premier ou au deuxième, alors le taux de survie était de 4,2%, un petit peu plus donc. Mais si le nid d'amour se situait au-delà du troisième étage, alors les chances de survie n'étaient plus que de 2,6%. Attention, ça se corse puisque au-delà du 16e étage, le taux de survie chute à 0,9 et il est même de 0% au-delà du 25e étage. Sachant que on se base sur la base de données qui a servi à l'étude. Seulement. Ce n'est donc pas la classe sociale ou le poids du porte-monnaie qui joue ici, mais bien la verticalité. La faute aux entrées d'immeubles, au délai pour arriver, pour attendre donc les ascenseurs. Des paramètres qui allongent le temps entre l'appel de la victime et l'intervention pour le réanimer. C'est assez logique, vous me direz, mais c'est intéressant que ce soit chiffré. Et ça amène concrètement l'idée d'installer des défibrillateurs dans les étages ou de former des habitants au premier secours. Ou d'habiter en bas, quitte à avoir une moins bonne vue. Alors maintenant, tu vas nous parler de braconniers, c'est ça ? C'est ça. Pour terminer, donc ça change un petit peu de sujet. C'est une information que j'ai trouvée sur le site 8e étage, que je vous invite d'ailleurs à visiter. Entre parenthèses, leur mot d'ordre est de différencier l'information de l'actualité et on y trouve effectivement des informations très intéressantes. Parenthèse terminée. Alors, il s'avère que les braconniers et les trafiquants d'espèces rares ne sont malheureusement pas bêtes, quoique. Et ont compris comment prendre les informations à la source, à savoir directement dans les revues scientifiques. Quand un ou des scientifiques identifient une nouvelle espèce, ils publient les données géographiques précises de leur trouvaille dans les revues scientifiques. Le but étant d'abord de pouvoir vérifier la véracité des propos des découvreurs. Mais, et c'est là qu'interviennent nos trafiquants, des âmes non charitables peuvent se trouver parmi les lecteurs de ces dites revues. Qui dit nouvelle espèce dit rare, et les yeux de nos trafiquants s'écarquillent. On pourrait même y voir des dollars apparaître à l'intérieur. Par exemple, l'année dernière, seulement 4 mois après l'annonce dans une revue scientifique d'une espèce rarissime de gecko à Madagascar, on pouvait déjà trouver des spécimens disponibles sur le marché européen. Et l'espèce, bien que nouvelle, s'est retrouvée catégorisée comme vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature, qu'on nomme plus souvent UICN ou IUCN pour la version anglaise. Plusieurs revues scientifiques ont donc retiré ces informations stratégiques de leurs articles, histoire d'éviter de faciliter la tâche des braconniers. Et donc ça concerne par exemple les lézards, les tortues, les grenouilles, les serpents, mais aussi les papillons ou encore les oiseaux. Alors quand même, si vous venez de découvrir une espèce d'araignée, de papillon ou de lézard, sachez tout de même que l'UICN a publié des recommandations précises pour publier ces informations sensibles. Et ce sera le mot de la fin. Bon vent et à dans 15 jours pour moi.